Content de pouvoir partager avec vous cette nouvelle vidéo sur le thème de la génétique et particulièrement la réplication de l'ADN, un thème très important en génétique. Il concerne aussi bien les deuxièmes années SVT que les deuxièmes années PC, mais aussi les premières années Sciences Maths et même les deuxièmes années Sciences Maths. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre tout ce qui concerne la réplication de l'ADN, bien sûr au niveau du baccalauréat. Quand la cellule réplique son ADN, pourquoi il y a la réplication de l'ADN et comment se fait cette réplication de l'ADN. Et ceci en trois principaux axes. Le premier, la réplication maintient la quantité d'ADN, donc on va insister sur la quantité. Le deuxième axe, le modèle semi-conservatif de la réplication de l'ADN. Et enfin, le mécanisme moléculaire de la réplication de l'ADN. On se voit dans quelques secondes. Premier axe, la réplication maintient la quantité d'ADN. Alors, premièrement, nécessité de la réplication de l'ADN, c'est-à-dire que la cellule mère doit répliquer son ADN avant de se diviser. Deuxièmement, la réplication de l'ADN permet la stabilité de l'information génétique d'un point de vue quantitatif. Considérons une cellule somatique humaine, une cellule de foie par exemple, qui contiendrait 6,4 picogrammes d'ADN, c'est-à-dire 6,4 10 puissance moins 12 grammes d'ADN, répartis entre 46 chromosomes, avec un karyotype de 2n égale 46. Cette cellule peut se diviser par mitose et donner deux cellules filles. Chacune contient la même quantité d'ADN, c'est-à-dire 6,4, le même nombre de chromosomes, 46, et le même karyotype, 2n égale 46. Et là, il y a un petit problème de quantité. La somme des quantités d'ADN des deux cellules filles est le double de la quantité d'ADN de la cellule mère. C'est pourquoi la cellule mère, avant de se diviser, doit dupliquer, dédoubler sa quantité d'ADN, passer de 6,4 à 12,8, ensuite répartir de manière égale cette quantité entre les deux cellules filles, d'où la nécessité de la réplication de l'ADN avant la mitose. Voyons comment évolue la quantité d'ADN au cours des cycles cellulaires normaux. D'abord, elle reste constante pendant la phase G1, ensuite elle sera dédoublée pendant la phase S, pour rester constante pendant la phase G2, et enfin elle diminue pour revenir à sa valeur initiale pendant la phase M ou bien la mitose. Donc G1, S et G2 constituent l'interphase, et l'interphase avec la mitose représente un cycle cellulaire. Ensuite, les différentes phases vont se répéter au cours des cycles cellulaires suivants. Et on voit donc que la réplication de l'ADN et la mitose se complètent pour maintenir constante la quantité d'ADN d'une génération cellulaire à une autre. Et je rappelle qu'avant la méiose, il y a également une réplication de l'ADN. Donc avant la méiose, on va observer les trois phases de l'interphase G1, S et G2. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie de la vidéo? Les points essentiels suivants. D'abord, que les cellules répliquent leur ADN au cours de la phase S de l'interphase, c'est-à-dire plusieurs heures avant la division cellulaire, que ce soit pour la mitose ou la méiose. Et là, faites très attention, il y a une erreur qu'on entend souvent, c'est que la réplication de l'ADN s'effectue pendant la prophase de la mitose, ou bien de la méiose. Non, c'est au cours de l'interphase. Deuxième point essentiel, la réplication de l'ADN permet, avec la division cellulaire, de maintenir constante la quantité d'ADN d'une génération cellulaire à une autre. Troisièmement, dans le cas de la méiose, la réplication de l'ADN est aussi nécessaire au maintien de la quantité d'ADN d'une génération à une autre par la reproduction sexuée. Et dans ce cas, il y a également intervention de la fécondation. Deuxième axe ou deuxième partie, le modèle semi-conservatif de la réplication de l'ADN, et on va commencer par l'épreuve expérimentale. Alors il y a deux expériences historiques qui ont prouvé
que la plupart des cellules répliquent leur ADN selon un modèle semi-conservatif. C'est l'expérience de Messier-Sonnenstahl et l'expérience de Taylor. Mais avant d'aborder ces expériences, voyons d'abord les trois modèles hypothétiques possibles de la réplication de l'ADN. Dans le premier modèle, la cellule mère va garder l'ancienne double hélice avec ses deux anciens brins représentés en bleu et va former une nouvelle double hélice d'ADN avec deux nouveaux brins ou brins néoformés représentés en rouge. C'est ce qu'on appelle le modèle conservatif. Après la division de la cellule mère, l'une des deux cellules filles va recevoir l'ancienne double hélice, la double hélice parentale, et l'autre cellule fille va recevoir la nouvelle double hélice. Dans le deuxième modèle, la cellule mère va séparer les deux anciens brins et va former deux nouveaux brins, de manière à obtenir deux doubles hélices d'ADN hybrides, formées chacune d'un ancien brin et d'un nouveau brin. C'est ce qu'on appelle le modèle semi-conservatif. Donc après la division de la cellule mère, chacune des deux cellules filles va recevoir une double hélice d'ADN hybride. Enfin, le troisième et dernier modèle, les deux brins vont être séparés en différents morceaux, différents fragments, puis rassemblés de manière à ce que chaque double hélice va être formée de fragments d'ADN anciens et de fragments d'ADN nouveaux ou bien néoformés. C'est ce qu'on appelle le modèle dispersif, mais il est très difficile d'imaginer comment, avec ce modèle, on peut maintenir la même information génétique. Commençons par l'expérience de Messier-Sonnenstahl et Stahl. Ces deux chercheurs ont mené leur expérience sur des bactéries qu'ils ont cultivées dans l'azote 15, l'azote dense ou bien lourd, puis ils ont transféré leurs bactéries vers un milieu qui contient l'azote 14, après un lavage pour éliminer l'excès de l'azote 15. Alors, certains vont dire que vient faire l'azote 15 et l'azote 14 dans cette expérience, alors que l'objectif est d'étudier la réplication de l'ADN. Voyons la réponse. Petit rappel de chimie, vous savez très bien que chaque atome peut être représenté par son symbole X, en plus de Z, le nombre atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, et A, la masse atomique, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Si on compare l'azote 15 et l'azote 14, on voit qu'ils ont le même nombre atomique, 7, 7. Mais ils n'ont pas la même masse atomique. L'azote 15 est plus lourd parce qu'il possède un neutron en plus. Et quand on cultive les bactéries dans l'azote 15, ces bactéries vont utiliser l'azote 15 pour produire les bases azotées. Bases azotées, c'est-à-dire molécules riches en azote. Ces bactéries vont utiliser les bases azotées pour produire les nucléotides. Un nucléotide contient toujours une base azotée en plus du désoxyribose et du phosphate. Enfin, ces bactéries vont utiliser ces nucléotides pour produire le nouveau brin d'ADN qui sera donc plus dense. Il aura une densité un petit peu plus élevée, ce qui permet de le distinguer de l'ADN normal qui contient l'azote 14. Reprenons l'expérience de tout à l'heure. Après avoir transféré les bactéries dans l'azote 14 au temps T0, les chercheurs vont extraire l'ADN des bactéries à des temps différents, après 30 minutes, après 60 minutes, etc., et vont déterminer la densité de ces molécules d'ADN. Et pour cela, ils ont utilisé une solution de chlorure de césium. Cette solution a une particularité, c'est que sa densité est croissante, elle augmente de haut en bas, ou bien du sommet vers la base du tube. Alors, petite illustration, voici notre solution de chlorure de césium. On voit que la densité à la surface elle est de 1, puis elle augmente progressivement vers le fond, 1,2, 1,4 jusqu'à 2. Et prenons par exemple trois molécules d'ADN de densité différentes. Une molécule en rouge de densité 1,5, une molécule en vert de densité 1,3 et l'ADN en bleu de densité inconnue. Je vais mettre mes molécules d'ADN à la surface de la solution et je vais leur laisser le temps nécessaire à la migration. À la fin de la migration, chaque molécule va se stabiliser à la densité qui lui correspond.
Et vous voyez que on a l'ADN en vert de densité 1,3. Ensuite, on a l'ADN rouge de densité 1,5. Et dans ce cas, quelle est la densité de l'ADN bleu d'après la zone de stabilité? C'est 1,9. Et de cette manière, on peut déterminer la densité des différentes molécules d'ADN. Voyons les résultats de l'expérience et commençons d'abord par l'ADN normal qui contient l'azote 14 et de densité 1,650. Cet ADN va servir de témoin, c'est l'ADN normal. À l'instant T0, c'est-à-dire immédiatement après le transfert des bactéries vers l'azote 14, on observe une seule tache de densité élevée, 1,700. Donc on peut dire qu'on a 100% d'ADN lourd ou bien d'ADN dense. À T0 plus 30 minutes c'est le temps nécessaire à une seule division de la bactérie, c'est-à-dire une seule réplication. On observe également une seule tache, mais de densité intermédiaire. Elle n'est pas très dense, mais elle n'est pas légère. Donc on a un ADN hybride, 100% parce qu'il y a une seule tache. Densité hybride, c'est-à-dire densité moyenne. À T0 plus 60 minutes, c'est-à-dire plus 2 divisions de la bactérie ou bien 2 réplications, on observe 2 tâches. Une tâche correspond à un ADN hybride de densité moyenne, 1,675, et une tâche correspond à un ADN léger de densité 1,650. Alors voici une illustration des tâches comme on les voit dans l'expérience réelle. Vous voyez à T0 une seule tâche lourde ou bien dense contenant l'azote 15. À 30 minutes, on a une seule tâche également mais hybride de densité intermédiaire ou bien moyenne. Et à 60 minutes, on a deux tâches, une hybride et une légère. Enfin, à T0 plus 90 minutes, c'est-à-dire plus 3 divisions, bien 3 réplications. On a une petite tâche qui correspond à 25% d'ADN hybride de densité moyenne et une grande tâche qui correspond à 75% d'ADN léger. Alors comment on va expliquer ces résultats? Essayons d'interpréter les résultats. Et commençons avec l'ADN témoin qui est un ADN léger ou normal. On va le représenter par deux bras en bleu qui représentent des brins légers ou normaux. À T0, on a obtenu 100% d'ADN lourd de densité élevée qu'on va représenter par deux brins en rouge, c'est-à-dire deux brins d'ADN lourd ou bien dense. À T0 plus 30 minutes, une seule réplication, on a obtenu 100% d'ADN hybride de densité moyenne. Et pour expliquer la densité moyenne, on est obligé de représenter notre ADN formé de deux brins, l'un dense et l'autre léger. Et pour cela, il faut imaginer que les deux brins d'ADN se séparent. Chacun va permettre la formation d'un nouveau brin léger qui est représenté en bleu. Et donc on obtient deux doubles hélices d'ADN hybrides, formées chacune d'un ancien brin qui est lourd et d'un nouveau brin qui est léger. À T0 plus 60 minutes, après deux réplications, on a obtenu deux types d'ADN, un ADN hybride 50% et un ADN léger 50%. Pour expliquer ce résultat, on va considérer la séparation des deux brins de chaque molécule d'ADN et la formation de nouveaux brins d'ADN légers en bleu. Donc on obtient deux molécules d'ADN normales et deux molécules d'ADN hybride. 50% d'ADN normal et 50% d'ADN hybride. Enfin, à T0 plus 90 minutes, après 3 réplications, enfin à T0 plus 90 minutes, on a obtenu 75% d'ADN léger et uniquement 25% d'ADN hybride. Et pour cela, on va considérer que les brins de chaque double hélice d'ADN vont se séparer et chacun va permettre la synthèse d'un nouveau brin léger représenté en bleu. Et donc on aura 6 molécules sur 8, c'est-à-dire 75% d'ADN normal, et 2 molécules sur 8, c'est-à-dire 25% d'ADN hybride, ce qui est compatible avec les résultats obtenus.
Voici la récapitulation de l'interprétation des résultats qui est compatible avec le modèle semi-conservatif. Voyons ce qu'on aurait dû obtenir si c'était le modèle conservatif. À T0, on a 100% d'ADN lourd. À T0 plus 30 minutes, c'est-à-dire après une seule réplication, on aurait dû obtenir une double hélice d'ADN lourd et une double hélice d'ADN léger. 50%, 50%. Après 60 minutes, c'est-à-dire deux réplications, on aurait dû obtenir une double hélice d'ADN lourd et trois doubles hélices d'ADN léger, c'est-à-dire 25% lourd, 75% léger. Enfin, après 90 minutes, on aurait dû obtenir une seule double hélice d'ADN lourd et 7 doubles hélices d'ADN léger. Et remarquez qu'il n'y a pas d'ADN hybride dans ce cas, c'est-à-dire d'ADN de densité intermédiaire. Et donc, cette interprétation serait incompatible avec les résultats réels de l'expérience. Et par conséquent, le modèle conservatif n'explique pas les résultats de l'expérience de Mendelssohn et Stahl. Enfin, pour le modèle dispersif, il va donner des résultats qui n'obéissent à aucune règle, puisqu'on va obtenir des molécules d'ADN de densité très variable, qui sont incompatibles avec les résultats de l'expérience. Replaçons ces résultats dans leur contexte réel. Au début, les bactéries sont dans l'azote 15, c'est-à-dire que l'ADN de la bactérie est formé de deux brins lourds. Et donc on obtient dans les résultats une seule tache d'ADN dense ou bien lourd. Après transfert des bactéries dans l'azote 14, chaque bactérie va répliquer son ADN selon le modèle semi-conservatif, c'est-à-dire qu'elle va séparer les deux brins d'ADN et produire deux nouveaux brins d'ADN légers. Par la suite, cette bactérie va se diviser pour donner deux bactéries filles. Et chaque bactérie fille va recevoir une double hélice d'ADN hybride. Après une deuxième réplication, chaque bactérie fille va elle-même donner deux bactéries filles. Et dans ce cas, on aura deux bactéries filles avec un ADN léger et deux bactéries filles avec un ADN hybride. Voici un résumé de l'interprétation des résultats. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie de la vidéo? Chez les bactéries, la réplication de l'ADN se fait selon un modèle semi-conservatif, c'est-à-dire les deux brins de l'ADN parental se séparent et chaque brin est utilisé comme matrice pour la synthèse d'un nouveau brin. Deuxièmement, les deux doubles hélices d'ADN formées comportent chacune un brin ancien et un nouveau brin qu'on appelle également brin néoformé. Et ici, je rappelle que les bactéries sont des prokaryotes, c'est-à-dire des cellules qui n'ont pas un vrai noyau entouré d'une enveloppe nucléaire. Deuxième expérience, c'est l'expérience de Taylor sur les eucaryotes et particulièrement sur les plantes. Ce chercheur a utilisé une plantule de fèves de son nom scientifique Vicia faba qu'il a cultivée dans la thymidine radioactive. Alors je rappelle que la thymidine radioactive est le nucléotide qui contient la base azotée thymine. Et la thymine ne se trouve que dans l'ADN. Donc dans ce milieu, s'il y a production d'un ADN, il sera radioactif. En plus de la thymidine radioactive, il a utilisé la colchicine qui bloque la division cellulaire pendant la métaphase. Et tout cela pendant un seul cycle cellulaire, c'est-à-dire pendant une seule réplication de l'ADN. Ensuite, il a transféré sa plantule vers un milieu qui contient la thymidine normale non radioactive. Et donc dans ce deuxième milieu, s'il y a production d'un ADN, il sera non radioactif. Ensuite, le chercheur a prélevé des échantillons de cellules qu'il a observés au microscope pour étudier la répartition de la radioactivité le long de chaque chromosome. Et voici les résultats obtenus. Après un seul cycle dans la thymidine radioactive,
on obtient des chromosomes dont les deux chromatides sont radioactives. Et après un autre cycle dans la thymidine non radioactive, on constate que les chromosomes possèdent une chromatide radioactive et une chromatide non radioactive. Alors comment on va interpréter ces résultats? Alors avant l'interprétation, je rappelle que cette expérience a déjà été proposée à l'examen national de 2017, session de rattrapage. Pour interpréter les résultats de l'expérience, on va considérer un seul chromosome d'une cellule de la plantule avant de la mettre dans la thymidine radioactive. Donc on va représenter la double hélice d'ADN qui est non radioactive par une couleur bleue. Quand on transfère notre plantule dans la thymidine radioactive, on a obtenu des chromosomes avec deux chromatides radioactives. Et donc on est obligé de représenter un brin radioactif dans une chromatide et un autre brin radioactif dans l'autre chromatide. Ça veut dire que chaque chromatide contient un brin radioactif et un brin non radioactif. Ensuite, les deux chromatides vont se séparer. Et quand on transfère notre plantule vers un milieu qui contient la thymidine non radioactive, la thymidine normale, donc les deux brins d'ADN vont se séparer et chaque brin va produire un nouveau brin qui n'est pas radioactif, représenté ici en bleu. Et donc on aura deux chromatides qui sont radioactives parce qu'ils contiennent un seul brin radioactif et deux chromatides non radioactives parce qu'ils contiennent deux brins d'ADN non radioactifs. Et comme ça, on aura interprété les résultats de notre expérience. Et voici une récapitulation de l'interprétation. Ce qu'on peut retenir de cette deuxième partie de la vidéo, c'est que chez les cellules eucaryotes également, la réplication de l'ADN se fait selon le modèle semi-conservatif. C'est-à-dire il y a séparation des deux brins de l'ADN parental et utilisation de chaque brin comme matrice pour la synthèse d'un nouveau brin. Le résultat, c'est que les deux doubles hélices d'ADN obtenues contiennent chacune un brin ancien et un nouveau brin, ou bien brin néoformé. Ici également, je rappelle que les cellules eucaryotes sont des cellules qui possèdent un vrai noyau entouré d'une enveloppe nucléaire. Et donc, que ce soit chez les prokaryotes ou chez les eucaryotes, la réplication se fait selon le modèle semi-conservatif. Alors, comment? On va voir les détails. Deuxième axe, la réplication de l'ADN se fait au niveau des yeux de réplication. Premièrement, les yeux de réplication apparaissent au cours de la phase S. Deuxièmement, la réplication semi-conservative au niveau des yeux de réplication. Voici une observation au microscope électronique d'un fragment de chromosome pendant la phase S de l'interphase, dans laquelle on peut voir très clairement deux structures microscopiques qu'on appelle des yeux de réplication, ou bien au singulier un œil de réplication. Donc dans notre document, on voit deux yeux de réplication. Alors comment on interprète ces yeux de réplication? Alors ici, on a une double hélice d'ADN. Au niveau de l'œil de réplication, on a les deux brins d'ADN qui se sont séparés. Donc on a un brin d'un côté et l'autre brin de l'autre côté. Et à l'intérieur de chaque œil de réplication, on a la formation de deux nouveaux brins d'ADN. Si on représente l'ADN sous forme d'une double hélice, à l'extrémité de l'œil de réplication, on aura séparation des deux brins de l'ADN parental et formation de deux nouveaux brins. À l'autre extrémité de l'œil de réplication, on aura la même chose, séparation des deux brins parentaux et formation de deux nouveaux brins représentés ici en bleu. Et donc on a la réplication semi-conservative au niveau de chaque œil de réplication. Alors avançons un petit peu et représentons l'ADN par sa séquence nucléotidique. Comment se forme l'œil de réplication? Observez bien. Il y a séparation des deux brins d'ADN par clivage ou cassure des liaisons hydrogènes grâce à un enzyme qu'on appelle l'hélicase.
Ensuite, chaque brin va servir de matrice pour la production d'un nouveau brin d'ADN grâce à la complémentarité des bases azotées. A en face de T par 2 liaisons hydrogènes et G en face de C par 3 liaisons hydrogènes. Donc en rouge, on a les brins parentaux et en bleu, on a les deux nouveaux brins ou bien brins néoformés. Résumons ce qu'on peut retenir de cette partie de la vidéo. Premièrement, la réplication de l'ADN se fait au niveau des yeux de réplication qui apparaissent pendant la phase S de l'interphase. Deuxièmement, les yeux de réplication se forment quand les deux brins d'ADN parentaux se séparent après clivage ou cassure des liaisons hydrogènes par un enzyme appelé hélicase. Enfin, chaque brin d'ADN parental est utilisé comme modèle ou bien comme matrice pour la synthèse d'un nouveau brin d'ADN grâce à la complémentarité des bases azotées. A avec T, 2 liaisons hydrogènes, G avec C, 3 liaisons hydrogènes. Troisième axe, le mécanisme moléculaire de la réplication de l'ADN. On va découvrir la polymérisation ou l'assemblage des nucléotides du nouveau brin d'ADN. Ensuite, on va parler de l'ADN polymérase comme enzyme responsable de la polymérisation des nucléotides du nouveau brin d'ADN. Et enfin, l'élongation continue et l'élongation discontinue. Alors, commençons par la première partie, la polymérisation des nucléotides du nouveau brin d'ADN. Voici notre brin d'ADN parental ou brin matrice qu'on veut répliquer. Il est formé d'une séquence de nucléotides avec A, T, G, C sont les bases azotées, le D c'est le désoxyribose, le P c'est le phosphate et les pointillés sont les liaisons hydrogènes. Et voici le nouveau brin d'ADN qu'on veut produire. Alors il contient déjà deux nucléotides. Alors plus tard je vais discuter comment se sont formés ces deux premiers nucléotides. Maintenant je veux me concentrer sur comment ajouter d'autres nucléotides, c'est-à-dire faire la polymérisation du nouveau brin. Alors, première chose très importante, on ne va pas ajouter les nucléotides du côté 5' phosphate. On a toujours besoin de l'extrémité 3' OH à laquelle on va ajouter les nouveaux nucléotides. Alors, si on voit le brin parental, il contient, dans le troisième nucléotide, il contient l'adénine. Donc, je vais chercher le nucléotide qui contient la thymine, T. Donc, attachement de T à A par deux liaisons hydrogènes. Et vous remarquez que le nucléotide a amené avec lui 3 phosphates. Il vient sous la forme d'un nucléoside triphosphate. Alors pourquoi? Grâce à l'hydrolyse de 2 phosphates, il y a libération d'une énergie nécessaire à la formation d'une liaison covalente. Voilà, on va libérer les 2 phosphates qu'on appelle pyrophosphate et on crée la liaison covalente entre le phosphate du troisième nucléotide et le désoxyribose du deuxième nucléotide. La même chose va se répéter avec le quatrième nucléotide. On a G dans le brin matrice, on va chercher C et on crée une liaison covalente entre le phosphate du quatrième nucléotide et le désoxyribose du troisième nucléotide. Et ainsi de suite, la même chose va se répéter. Hydrolyse du phosphate, création de la liaison covalente, jusqu'à ce qu'on obtienne notre brin. Et donc, chose très importante, vous remarquez que le nouveau brin va s'allonger de 5' vers 3', parce qu'on a besoin de l'extrémité 3' OH à laquelle on va ajouter les nouveaux nucléotides. Alors, de cette partie, on peut retenir premièrement que la synthèse du nouveau brin d'ADN, ou bien le brin néoformé, se fait par la polymérisation ou l'assemblage des nucléotides en les reliant entre eux par des liaisons covalentes. Deuxièmement, les nucléotides sont utilisés sous forme de nucléosides triphosphates qui, après hydrolyse de 2 phosphates, libèrent l'énergie nécessaire à la création de la liaison covalente. Troisièmement, les nouveaux nucléotides sont toujours ajoutés à l'extrémité 3' OH libre, ce qui fait que le nouveau brin d'ADN est produit dans le sens 5' vers 3'.
Alors, dans la deuxième partie du troisième axe, on va faire la connaissance de l'ADN polymérase, l'enzyme qui va polymériser les nucléotides du nouveau brin d'ADN. Reprenons notre brin d'ADN parental ou brin matrice de tout à l'heure qu'on veut répliquer. Alors, qui va lire l'information génétique de ce brin et choisir et polymériser les nucléotides du nouveau brin? C'est une enzyme qu'on appelle ADN polymérase, littéralement l'enzyme qui polymérise l'ADN, ou plus précisément qui polymérise les nucléotides du nouveau brin d'ADN. Alors l'enzyme va s'attacher au brin matrice et va choisir les nucléotides qu'il faut, hydrolyser les deux phosphates et créer la liaison covalente. Ensuite, il va se déplacer sur le brin matrice de 3' vers 5'. Et en même temps, il va choisir les nucléotides suivants et faire la polymérisation de ces nucléotides de la même manière jusqu'au dernier nucléotide. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que l'enzyme ADN polymérase se déplace toujours sur le brin parental de 3' vers 5'. Et donc, il polymérise les nucléotides du nouveau brin de 5' vers 3', parce qu'il a toujours besoin d'une extrémité 3' OH libre à laquelle il va ajouter les nouveaux nucléotides. Voyons maintenant le travail de l'ADN polymérase au niveau de l'œil de réplication. Après séparation des deux brins parentaux, l'ADN polymérase vient s'attacher à l'un des deux brins et va se déplacer de 3' vers 5' tout en choisissant les nucléotides du nouveau brin. En se déplaçant, l'ADN polymérase va polymériser les nouveaux nucléotides grâce au mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure. Elle se déplace et polymérise les nucléotides jusqu'au dernier nucléotide. Ainsi, le nouveau brin s'allonge de 5' vers 3'. Donc l'enzyme va attendre la séparation des nouveaux brins pour poursuivre son chemin. Sur l'autre brin, la même chose va se passer. L'ADN polymérase s'attache à ce brin et commence la polymérisation des nucléotides du nouveau brin. Elle se déplace de 3' vers 5' en polymérisant les nucléotides du nouveau brin. Donc à la fin, on a toujours un allongement du nouveau brin de 5' vers 3'. Résumons ce qu'on peut retenir de cette partie très importante. Premièrement, la polymérisation des nucléotides du nouveau brin d'ADN se fait par un enzyme appelé ADN polymérase. Entre parenthèses, on peut dire un enzyme, on peut dire une enzyme. Deuxièmement, l'ADN polymérase a besoin du brin d'ADN parental qui fournit l'information génétique nécessaire à la polymérisation des nucléotides du nouveau brin. Cette information génétique se trouve bien sûr dans la séquence des nucléotides. Troisièmement, l'ADN polymérase a besoin d'une extrémité 3' OH libre pour ajouter les nouveaux nucléotides et par conséquent, l'enzyme se déplace toujours sur le brin d'ADN parental de 3' vers 5' et produit le nouveau brin d'ADN dans le sens 5' vers 3'. La troisième partie du troisième axe, polymérisation continue, polymérisation discontinue. Voici notre ADN avec ses deux brins parentaux qu'on va représenter par deux traits simples. Ces deux brins sont antiparallèles, c'est-à-dire que l'un est orienté de 5' vers 3', l'autre est orienté de 3' vers 5'. Et l'œil de réplication va se former au milieu, là où il y a le trait vertical en pointillé. Donc voici notre œil de réplication et dès le départ, on a un problème. On a dit tout à l'heure que l'ADN polymérase a besoin d'une extrémité 3' OH libre pour commencer la polymérisation des nucléotides du nouveau brin d'ADN. Or ici, il n'y a pas d'extrémité 3' OH libre. Deuxième contrainte, l'ADN polymérase se déplace toujours sur le brin parental de 3' vers 5'.
C'est-à-dire, sur le brin parental numéro 1, elle va se déplacer de droite vers la gauche. Sur le brin parental numéro 2, elle doit se déplacer de la gauche vers la droite. C'est une autre contrainte pour l'ADN polymérase. Alors, comment la cellule résout ce problème? D'abord, il y a intervention d'une enzyme qu'on appelle la primase. Alors, la primase n'a pas besoin d'une extrémité 3' OH libre. Elle peut produire un fragment d'ARN qu'on appelle l'ARN amorce. Alors, quelle est l'utilité de cet ARN amorce? Il va fournir l'extrémité 3' OH libre à l'ADN polymérase. Et donc l'ADN polymérase va utiliser ce fragment d'ARN pour commencer la polymérisation des nucléotides de l'ADN. Et voilà le premier fragment d'ADN synthétisé et qui va être allongé en ajoutant de nouveaux nucléotides. Sur l'autre brin d'ADN, la primase va s'attacher loin de l'axe de l'œil de réplication et va produire un ARN amorce que va utiliser l'ADN polymérase pour produire le nouveau brin d'ADN. Ensuite, l'œil de réplication va s'élargir, va s'agrandir des deux côtés par séparation des deux brins parentaux. L'ADN polymérase 1 va poursuivre son chemin et donc il va produire toujours le même fragment d'ADN, alors que sur l'autre bras, on aura l'attachement d'une autre primase qui va produire un deuxième ARN amorce. Ce deuxième ARN amorce va être utilisé par l'ADN polymérase pour produire un deuxième fragment d'ADN. Ainsi, on aura différents fragments d'ADN. Plus l'œil de réplication s'agrandit, plus il y a des fragments d'ADN séparés et chacun précédé par un ARN amorce. Donc ces fragments d'ADN, on les appelle les fragments d'Okazaki, du nom du chercheur japonais qui a découvert ce phénomène. Maintenant, il faut se débarrasser des fragments d'ARN. C'est le rôle joué par une autre ADN polymérase qui va s'attacher à l'ARN amorce et va le dégrader et le remplacer par un fragment d'ADN. Sur l'autre bras, ce sera la même chose. L'ADN polymérase va s'attacher au premier ARN amorce, il va le dégrader et le remplacer par un ADN. Ensuite, le deuxième ARN amorce qui va être détruit et remplacé par un ADN. Enfin, il faut coller les fragments d'ADN entre eux par une liaison covalente. C'est le rôle joué par une enzyme appelée la ligase. Donc la ligase va créer une liaison covalente entre les deux fragments d'ADN. De même, sur l'autre bras, des ligases vont s'attacher aux deux fragments d'ADN et créer des liaisons covalentes. Ainsi, on passe de plusieurs fragments d'ADN à un seul fragment. Alors, récapitulons ce qu'on vient de dire. Voici le fragment d'ADN où va se former l'œil de réplication et où va commencer la réplication de l'ADN. Un œil de réplication peut être subdivisé en deux moitiés qu'on appelle fourche de réplication. Voici une première, voici une deuxième fourche de réplication. Au niveau d'une fourche de réplication, sur l'un des bras, on a un seul ARN amorce allongé d'un seul fragment d'ADN. Donc ce fragment d'ADN s'allonge dans le même sens que la séparation des deux bras d'ADN parentaux. On parle ici d'une élongation continue. De même, ici, on a une élongation continue, parce que la formation de l'ADN se fait dans le même sens que la séparation des deux brins d'ADN parentaux. Alors que là, on a un premier ARN amorce suivi d'un premier fragment d'ADN, ensuite un deuxième ARN amorce et un deuxième fragment d'ADN, et donc on a une élongation discontinue. De même, ici, on a une élongation discontinue. ARN suivi d'un ADN, un deuxième ARN amorce suivi d'un deuxième ADN.
Et donc on a une élongation discontinue ici aussi. Et donc ce qu'on peut retenir de cette dernière partie de la vidéo, dans chaque fourche de réplication ou demi-œil de réplication, l'élongation est continue pour le nouveau brin d'ADN dont la synthèse se fait dans le même sens que la séparation des deux brins parentaux, avec un seul ARN amorce et un seul fragment d'ADN. Ce brin est appelé brin précoce ou bien brin avancé. Dans l'autre partie de la fourche de réplication, l'élongation est discontinue pour le nouveau brin d'ADN dont la synthèse se fait dans le sens contraire de la séparation des deux brins parentaux, avec formation de plusieurs ARN amorces et de plusieurs fragments d'ADN qu'on appelle fragments d'Okazaki. Ces fragments vont former le brin tardif. Voilà, j'ai enfin terminé la vidéo qui m'a pris le plus de temps, plus de 3 semaines de préparation. J'espère qu'elle va vous aider à comprendre la réplication de l'ADN. Sinon, si vous avez encore des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Merci à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.